Je vous propose de commencer le séminaire, premier séminaire de cette année. Je suis très très heureux d'accueillir aujourd'hui Florent Méniel, qui est membre du laboratoire et qui fait une brillante carrière dans le domaine des sciences cognitives, à la fois comportementales et neurosciences cognitives. Florent est rentré à l'école normale en biologie. Il a fait sa thèse au laboratoire de Mathias Pessiglione à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière. Et il va nous parler aujourd'hui de la perception statistique de séquences aléatoires. Mais je voudrais juste dire que Florent est un représentant, si on peut dire, de cette approche qu'on peut appeler des neurosciences computationnelles. Au sens où l'entendait David Marr dans un article célèbre. David Marr avait expliqué qu'on ne pourra pas comprendre l'organisation du cerveau en allant voir directement l'implémentation biologique. Il faut avoir deux autres niveaux d'analyse, un niveau qu'il appelle computationnel, qui est le niveau donc, du type de calcul qui est effectué, le problème que le cerveau cherche à résoudre, et donc une analyse mathématique de la manière dont ce problème doit être posé et des solutions qui s'offrent. Et puis une analyse de l'implémentation algorithmique, donc une analyse des algorithmes particuliers qui peuvent être utilisés par le cerveau pour résoudre ce problème computationnel. Et ce que ça signifie, c'est donc qu'avant de se pencher, ou en même temps qu'on se penche sur l'implémentation biologique d'une fonction dans le cerveau, il faut avoir pratiqué une analyse mathématique rigoureuse des conditions de sa résolution et des différents algorithmes possibles. Alors c'est exactement, je pense, ce qui caractérise le travail de Florent, que vous allez voir aujourd'hui. Essayer d'abord de proposer une bonne analyse d'un problème particulier, en l'occurrence la représentation de séquences, et en déduire toutes les conséquences, d'abord pour le comportement, ensuite pour l'imagerie cérébrale et l'organisation du traitement de l'information dans le cerveau. Le cerveau est une machine de traitement de l'information et cette analyse algorithmique et computationnelle est donc absolument essentielle. Voilà. Je vous laisse avec l'exposé de Florent Méniel. Merci Stanislas pour l'invitation et l'opportunité d'inaugurer le séminaire de cette année. Donc effectivement, je vais parler de la perception statistique de séquences aléatoires. Et je vais commencer cet exposé avec l'idée que les séquences aléatoires ne sont pas seulement un objet mathématique bien défini. Un mathématicien dirait sans doute quelque chose comme des réalisations successives d'une variable aléatoire. Mais c'est surtout un objet très pertinent pour décrire les informations que nous recevons de notre environnement. Du point de vue de l'observateur, l'environnement qui nous entoure est hautement incertain. On est rarement dans la capacité de pouvoir prédire très précisément les choses qui vont s'y produire. Et donc, de ce point de vue, le concept de séquence aléatoire est pertinent pour décrire ce qui nous arrive. Je vais prendre un premier exemple que vous trouverez dans la plupart des ouvrages de référence en statistique. Donc, un exemple du monde réel, c'est l'éruption du geyser Old Faithful en Californie. Un geyser parmi d'autres qui a la caractéristique d'émettre des panaches de vapeur à intervalles qui ne sont pas très réguliers. Donc si vous restez longtemps devant ce geyser, vous constaterez que de temps en temps il émet un panache de vapeur à intervalles qui est quelque chose comme toutes les 45-125 minutes d'après Wikipédia. Mais vous ne pouvez pas prédire exactement quand est-ce que la prochaine éruption de ce geyser va survenir. Et il y a plusieurs raisons à cela, plusieurs raisons à cette incertitude. La première, c'est qu'on n'a pas toutes les informations disponibles pour faire une prédiction très précise. Peut-être que si on avait des capteurs qui mesuraient la pression, le volume d'eau dans toute la tuyauterie du geyser, on aurait plus d'informations, on pourrait faire des prédictions plus précises. Donc le manque d'informations, c'est une des premières causes pour lesquelles on peut décrire les informations qui nous arrivent comme des séquences, souvent aléatoires. Une deuxième raison, c'est que même si on avait toutes les informations disponibles, peut-être qu'on ne serait pas en mesure de calculer ce qu'elle veut dire et de prédire l'avenir du système. La météorologie, c'est un bon exemple pour ça. Jusqu'à récemment, sans supercalculateur, c'était difficile de faire des prédictions fiables à long terme. Et une dernière source d'incertitude que les physiciens nous disent, quand les systèmes dynamiques sont très complexes, même si on connaît parfaitement leur état à un instant donné, il existe souvent une incertitude qui est inhérente, qui nous empêche de prédire au long terme ce qui va se prédire. Donc pour tous ces ensembles de raisons, tous ces types d'incertitudes, on peut décrire les informations que reçoit notre environnement comme souvent étant des séquences aléatoires. Donc le fait qu'il y ait de l'incertitude va dire qu'il n'y a aucune information à en tirer. Et si vous êtes devant ce geyser, que vous faites un relevé de l'intervalle entre des éruptions successives, vous constaterez
il y a quand même cette pseudo-périodicité d'éruption toutes les 45-125 minutes. Et c'est déjà quelque chose, ça veut dire que ce n'est pas tous les 3 jours, par exemple. Donc si on fait une autre expérience aléatoire plus proche de nous, prendre les transports en public à Paris, il y a aussi de l'incertitude. Le RER, par exemple, dont je suis familier, n'est pas un système très fiable. Il y a une probabilité non négligeable que le RER soit en retard quand je le prends. Donc j'ai pu me forger une estimation de la probabilité que le RER soit en retard, et je prends en compte cette estimation pour ajuster mon comportement. Si j'ai un rendez-vous très important, comme une conférence au Collège de France aujourd'hui, je vais prévoir une marge de manœuvre de façon à ne pas arriver en retard. Si j'étais certain que la probabilité de retard du RER soit 0, je ne prendrais pas cette marge de manœuvre. Donc, dans un environnement incertain, avec une information qui arrive et qui s'apparente à des séquences aléatoires, le cerveau a quand même tout intérêt à tenter d'extraire des statistiques, d'extraire des probabilités de ces séquences qui lui permettent d'optimiser les choix qu'on fait. Cette opération d'extraction des statistiques est cependant compliquée par le fait que le monde qui nous entoure est non seulement aléatoire, mais il est aussi changeant. Voici un exemple de changement qui peuvent se produire de façon abrupte et qui changent les régularités qu'on avait pu estimer jusqu'à présent. Si vous aviez une idée à quel point c'est facile d'entrer aux États-Unis avec un passeport iranien, depuis récemment, c'est un petit peu plus compliqué. Et on n'a pas toujours connaissance de ces changements. C'est ce qui rend le processus d'estimation d'autant plus difficile. Si je reprends l'exemple du RER, peut-être que l'été, par exemple, il va être encore moins fiable que d'habitude. Vous ne le savez pas, mais c'est peut-être, par exemple, des travaux de rénovation sur les voies. Donc on n'a pas toujours connaissance des changements dans le monde extérieur, et ça nous complique le travail quand on doit extraire des statistiques, des séquences aléatoires que nous recevons. Néanmoins, la thèse que je défendrai dans cet exposé, c'est que le cerveau est remarquablement doué pour cet exercice d'extraire des statistiques de séquences aléatoires qu'il reçoit. Et pour défendre cette idée et l'illustrer, je vais citer un travail des années 70 par Kenneth Squire et ses collaborateurs qui ont fait le travail suivant. Donc, ils ont invité des participants à se rendre au laboratoire. Ils leur ont posé un casque d'EEG d'électroencéphalographie sur la tête, et ils ont présenté à ces sujets des séries de sons aléatoires, plus précisément 2 sons. Donc là, vous avez un exemple, toute petite portion des longues séquences de sons qui étaient en vrai présentées, avec 2 sons possibles. Et ces séquences étaient générées de façon aléatoire, donc comme si on lançait une pièce de monnaie, par exemple. Et plus précisément, ils ont étudié 3 conditions. Une première condition dans laquelle les 2 sons étaient, comme on dit, équiprobables, donc il y avait la même proportion de chacun des sons dans la séquence présentée, donc vraiment exactement comme si vous lanciez une pièce de monnaie pour décider si vous présentez le son noir ou le son blanc. Et d'autres conditions où les séquences étaient aussi aléatoires, mais avec un biais de fréquence. Donc, par exemple, le son blanc qui pouvait être plus rare ou plus fréquent que le son noir. Donc vous avez ces 3 conditions ici. Si on prend le son X, les notes blanches, une condition dans laquelle la probabilité d'entendre X, c'est 0,5, équiprobable avec la probabilité d'entendre le son noir, des cas où il est plus fréquent et des cas où il est plus rare. Et ce que vous avez ici tracé, c'est la réponse enregistrée avec le signal EEG. Bon, c'est un résumé de cette réponse qui est ici tracée. Et que constate-t-on? Qu'il y a une augmentation du signal EEG enregistré en fonction de à quel point le stimulus présenté est en fait rare. La réponse maximum est enregistrée dans les séquences où le son blanc est le plus rare. Donc c'est un premier élément qui indique une sensibilité aux statistiques de la séquence qui va moduler l'activité du cerveau et la réponse EEG enregistrée. Squire et ses collègues se sont posé la question, donc on a un effet de la fréquence du stimulus tel que nous l'avons manipulé dans la séquence qu'on présente au sujet. Est-ce qu'on peut retrouver des effets similaires, mais plus localement dans la séquence? C'est-à-dire si vous considérez par exemple cette petite fenêtre d'observation, dans cette petite fenêtre, vous voyez 4 noirs et un blanc. Donc on pourrait dire que localement, dans cette mini-séquence, le son blanc est rare. Il est beaucoup moins fréquent que les 4 sons noirs. Donc est-ce qu'on retrouve à cette échelle locale, dans chaque séquence, même dans les cas totalement aléatoires, une sensibilité de la réponse EEG à la fréquence locale du stimulus présenté? Donc pour étudier cette question, ce qu'ont fait Squire et ses collaborateurs, c'est de tracer de façon systématique la réponse, mettons, au son blanc, en fonction de l'identité des 4 sons qui précédaient. Donc dans ce cas de figure, vous prendriez la réponse du son blanc, étant donné le fait qu'il était précédé par 4 sons noirs.
Et il repère tous les cas de figure où ça arrive dans la séquence qui a été présentée au sujet, et en calcule la moyenne. Donc ça, c'est la valeur moyenne de l'EG enregistrée dans la condition des Q-probabilités, quand le son blanc était précédé de 4 sons noirs. Ils font ça de façon systématique pour toutes les combinaisons possibles. Donc là, vous avez un son blanc précédé de blanc, noir, 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 etc., etc. Vous avez les 16 combinaisons possibles, avec la même façon de représenter les données dans les 3 conditions. Donc ça, c'est pour des fenêtres de taille 5. On peut faire la même chose pour des fenêtres de taille 4, de taille 3, de taille 2. Donc on peut représenter sous cette forme d'arbre comme ils l'ont dessiné la réponse du cerveau de l'EEG à un son donné, étant donné l'identité des sons qui précèdent. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a effectivement un effet de la fréquence locale du stimulus. Donc si on compare ce cas de figure, blanc précédé de 4 noirs versus blanc précédé de 4 blancs, on a une réponse qui est beaucoup plus importante dans ce cas-là que dans ce cas-ci. Et vous pouvez vous amuser à chercher des cas de figure analogues dans les autres conditions, ça se vérifie largement. Donc on a bien une sensibilité de la réponse EEG à la fréquence du stimulus telle qu'elle est définie localement dans la séquence. Ils ont regardé un autre type de fréquence qui n'est pas seulement la fréquence du stimulus lui-même, et la fréquence des alternances entre les stimuli. Donc si on prend cette fenêtre ici, vous voyez qu'au début de cette fenêtre, on a des alternances noir, puis blanc, puis noir, puis blanc dans la séquence. Donc on pourrait définir de la même façon qu'on définit une fréquence des stimuli, on pourrait définir une fréquence des alternances entre stimuli. Avec là une fréquence d'alternance qui est élevée, et le dernier son présenté qui va en quelque sorte violer cette logique d'alternance que nous avions précédemment. Et ils ont observé dans leurs données qu'à chaque fois que le dernier son violait une logique d'alternance dans les sons qui précédaient, on a une réponse de l'EEG qui est plus importante que quand la logique n'est pas violée. Donc vous avez noir, blanc, blanc, donc qui viole la logique d'alternance. On a une réponse qui est plus importante comparée au cas où l'alternance est préservée, blanc, noir, blanc. Donc il semble dans ces données que les réponses EEG et l'activité du cerveau soient sensibles à au moins 3 propriétés statistiques, la fréquence globale des stimuli présentés, mais aussi la fréquence locale de ces stimuli et la fréquence des alternances entre stimuli. Ça suggère qu'il y a des capacités d'inférence statistique dans le cerveau. Donc ce type de résultat a été répliqué de nombreuses fois depuis, y compris dans notre laboratoire avec le travail de thèse de Maxime Maheu. Donc pour comprendre ces processus d'inférence statistique peut-être à l'œuvre dans le cerveau, je propose qu'on s'équipe du cadre mathématique qui est optimal pour gérer ce genre de problème. Et ce cadre mathématique optimal, c'est ce qu'on appelle l'inférence bayésienne. Donc je vais décortiquer dans cette diapo les principes fondamentaux de l'inférence bayésienne. Je vous rappelle le problème que l'on cherche à comprendre. On a une séquence aléatoire réduite au minimum ici à 2 types d'événements possibles. Et la question, c'est comment un observateur peut, à partir de cette séquence d'observation, estimer une statistique et utiliser cette statistique pour prédire quelle devrait être l'identité ici du 101e stimulus présenté. Donc une première idée fondamentale dans l'inférence bayésienne, c'est qu'on va raisonner avec ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles. Donc on va prendre l'exemple ici. Ce que va faire l'observateur bayésien, c'est de résumer l'ensemble des observations reçues en une statistique. Essayer de trouver quelle est la statistique qui est le plus probablement à l'origine de la séquence de stimuli observés. Donc on peut penser à différents types de statistiques. Sur les diapos précédents, on a déjà évoqué la fréquence des stimuli, qui pourrait être un premier type de statistique. On peut penser à la fréquence des alternances entre stimuli, qui serait un deuxième type de statistique. Donc j'ai noté cette statistique par les grecs θ. Donc le but du jeu de l'inférence, ça va être d'estimer quelles sont les valeurs de θ qui ont probablement été à l'origine de la génération de cette séquence d'observation, observation 1, observation 2, etc., jusqu'à l'observation n. Et cette inférence, elle dépend d'hypothèses particulières que fait l'observateur sur le processus qui génère ces données. Dans ces hypothèses, on pourrait citer par exemple bien quel type de statistique est susceptible de générer les données. Est-ce que des changements sont possibles et nous conduiraient à réviser notre estimation des statistiques? Voici des exemples d'hypothèses. Donc cette première partie de l'inférence, on peut la résumer sous la forme d'une distribution. L'observateur bayésien va calculer pour différentes valeurs de la statistique la probabilité que cette statistique soit l'origine de la génération de ce type d'observation. Donc c'est le premier élément important. Et comment dit-on ces probabilités? Ces probabilités,
d'une statistique étant donné l'identité des éléments qui précédaient. Quand on s'engage dans une tâche de prédiction, c'est en quelque sorte l'opposé qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est prédire la vraisemblance d'une observation étant donné une statistique. Donc, si vous regardez ces deux formules, on a en quelque sorte interchangé la position des statistiques et des observations. Pour faire cet exercice de changer le rôle de la statistique et de l'observation, on peut utiliser ce qu'on appelle la règle de Bayes, le nom du mathématicien à l'origine de cette règle, et qui donne son nom à ce type général d'inférence bayésienne. Donc la règle de Bayes nous permet de façon optimale de transformer l'estimation de cette statistique en la prédiction d'un événement futur, l'identité du 101e stimulus. Cet exercice, on l'appelle souvent comme l'exercice que réalise l'observateur idéal. J'utiliserai ce mot souvent dans cet exposé. Cette notion d'observateur idéal, c'est de supposer comme si nous avions un être mathématiquement parfait qui serait capable d'utiliser parfaitement les règles des mathématiques pour résoudre ces calculs de probabilité. Un point important à remarquer, à noter, c'est que ce qui est idéal dans cet observateur, ce n'est pas forcément le modèle qui l'entretient. On pourrait considérer un modèle qui a des hypothèses assez absurdes, mais qui, étant donné ces hypothèses absurdes, réalise néanmoins une inférence qui est, elle, optimale parce qu'elle suit les règles de combinaison de probabilité. Troisième élément fondamental de l'inférence bayésienne, c'est ce qui va se passer quand on va finalement recevoir la 101e observation. On va pouvoir comparer cette observation par rapport à la prédiction qu'on avait formée. Et le décalage entre les deux, ce que Stanislas a appelé l'erreur de prédiction, va nous permettre de réviser la valeur de statistique, ou cette distribution qu'on avait ici, donc de réviser notre estimation de la statistique que l'on pense être à l'origine de la séquence observée. Et en fait, on peut adopter cette logique de façon itérative, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une nouvelle observation arrive, on peut réviser la statistique que nous avions formée, l'utiliser pour prédire de nouvelles observations, et ainsi de proche en proche, mettre à jour les statistiques que l'on va faire. Donc, si on veut appliquer ce cadre théorique optimal à la compréhension de la perception humaine de l'aléatoire, il faut répondre à au moins deux questions. La première, c'est qu'est-ce qui est appris? Quel est le type de statistique avec lequel le cerveau raisonne pour former des prédictions? Le deuxième élément auquel il faut répondre, c'est quelles sont les observations qui sont prises en compte pour évaluer cette statistique et l'utiliser pour faire des prédictions. Et un élément important ici, c'est la possibilité que des changements surviennent. Car si des changements surviennent, on a peut-être tout intérêt à oublier des observations qui seraient très anciennes et finalement en quelque sorte périmées, plus informatives pour nous permettre de faire des prédictions. Donc, intéressons-nous d'abord aux différents types de statistiques que le cerveau pourrait estimer pour faire son travail de prédiction. Et procédons avec méthode. Commençons par les statistiques les plus simples. La statistique la plus simple que l'on peut considérer dans une séquence, c'est sans doute la fréquence d'entendre un son, donc la probabilité d'entendre un son, indépendamment de la présence d'autres sons. Donc, si on a deux sons x, y, il s'agirait de déterminer la fréquence du son x. Et l'observateur idéal, dans son exercice d'inférence, va essayer de trouver la distribution sur cette variable à une dimension ici, qui est la plus susceptible d'expliquer la séquence reçue. Donc voici deux exemples de séquences avec un biais de fréquence du stimulus. Donc dans le premier exemple, on a le stimulus rouge qui est plus fréquent que le stimulus bleu. Dans ce deuxième exemple, c'est l'opposé, on a le stimulus bleu qui est plus fréquent que le stimulus rouge. On va considérer maintenant une statistique d'ordre un peu supérieur, un peu plus complexe, c'est la probabilité d'alternance. Pour identifier l'alternance, il faut considérer non pas un stimulus pris isolément les uns des autres, mais considérer des paires de stimuli et étudier si la paire présente deux fois le même stimulus, c'est une répétition, ou si elle présente deux stimuli différents, c'est une alternance. Et c'est une statistique d'ordre supérieur parce qu'elle demande de considérer des paires et non pas des stimuli isolément. Donc là, vous avez des exemples de séquences qui ont un biais dans leur probabilité d'alternance. Dans ce premier cas 3, on a une séquence qui a une probabilité d'alternance élevée. Et là, cas numéro 4, une séquence qui a une probabilité de répétition élevée. On pourrait considérer une statistique d'ordre encore supérieur dans laquelle on discriminerait la probabilité d'alterner ou de se répéter en fonction de l'identité du premier stimulus d'une paire. Donc je m'explique. Quand on considère une probabilité d'alternance, on va traiter de la même façon la paire XX et la paire XY. L'identité des stimuli ne compte pas, la seule chose qui compte, c'est qu'on ait deux fois le même. On pourrait imaginer que la probabilité d'avoir
x après un y, donc d'alterner sachant que le premier stimulus était un y, soit différente de la probabilité d'avoir un y, sachant que le premier stimulus de la paire était un x. Pour imaginer que ces deux quantités soient indépendantes l'une de l'autre. Et dans ce cas, on aurait un espace maintenant à 2 dimensions, que vous voyez ici. Et donc l'inférence de l'observateur idéal consisterait à estimer une distribution qui habiterait dans cet espace à 2 dimensions. Voici un exemple de séquence qui a, si je me rappelle bien, une probabilité de se répéter quand on présente un stimulus rouge qui est élevé, et une probabilité de répétition quand on présente un stimulus bleu qui n'est pas biaisé. Donc on peut avoir autant bleu-rouge que bleu-bleu. Vous avez un dernier exemple ici qui est une séquence qui ne présenterait aucun biais de toutes ces statistiques. Cette dernière statistique est bien une statistique d'ordre supérieur par rapport aux précédentes, dans le sens où elle les contient. Si vous regardez les diagonales de cet espace en 2 dimensions, en fait on retrouve sur une diagonale la probabilité d'alternance entre stimuli, sur une deuxième diagonale la probabilité d'observer chaque stimulus, donc la fréquence des stimulus. On pourrait aller encore plus loin, et c'est ce que nous avons fait avec Stanislas dans la review parue dans Neurone, où on envisage des choses encore plus complexes. Je m'arrêterai là pour cet exposé, puisqu'on va voir que l'étage de probabilité de transition est déjà suffisant pour expliquer beaucoup d'observations dans le comportement et dans les réponses neurales. Donc, deuxième question que je posais, on peut considérer des statistiques différentes. Quelles sont les observations que l'on va agréger pour instruire l'estimation de cette statistique? Et la réponse à cette question dépend beaucoup des hypothèses que l'on forme par rapport à la survenue possible de changements. Donc, pour illustrer ça, voici une séquence dans laquelle j'ai exprès, dans la première partie, utilisé une fréquence du stimulus rouge plus élevée que celle du stimulus bleu. Et dans la deuxième partie, à partir du 150e stimulus, l'opposé. Maintenant, c'est le stimulus bleu qui est plus fréquent que le stimulus rouge. Et on va considérer 2 types d'observateurs idéaux qui diffèrent selon qu'ils considèrent que des changements sont impossibles. Donc, voici un premier observateur idéal qui considère qu'un changement est impossible. Ça veut dire que pour cet observateur idéal, la statistique qu'il infère doit rendre compte de l'ensemble des observations qu'il a reçues. Et voici pour cette séquence précise l'inférence des probabilités de transition. J'aurais pu choisir d'autres statistiques, mais j'ai choisi les probabilités de transition. Donc je rappelle que les probabilités de transition habitent dans un espace qui est en 2 dimensions quand on a des séquences binaires. Et donc on peut représenter la distribution, on peut projeter la distribution qu'on estime en 2 dimensions selon chacune des directions de cet espace, ce qu'on appelle les distributions marginales, et c'est ce que je représente ici, qui est une représentation un peu plus adaptée pour montrer la dynamique de ces distributions estimées à travers le temps. Donc les couleurs, vous pouvez considérer qu'une tranche dans cet histogramme représente la distribution estimée par l'observateur idéal pour une de ces 2 dimensions. Donc vous voyez que ce premier modèle est effectivement capable de trouver la valeur correcte de statistiques qui génèrent la séquence présentée. On converge vers les pointillés qui est la valeur correcte. Mais quand un changement survient, vous voyez ici, cet observateur idéal n'est pas en mesure de converger vers la bonne valeur. Pourquoi? Parce qu'il cherche désespérément à trouver une valeur de la statistique qui va rendre compte de l'ensemble des observations reçues, ce qui est impossible quand en fait on a 2 valeurs différentes qui expliquent des parties différentes de la séquence. Et on va distinguer ça d'un deuxième type d'observateur idéal qui, lui, considère que des changements sont possibles. C'est-à-dire qu'il considère que la statistique θ qui génère les observations à un moment t peut être différente de la valeur de cette statistique au temps t plus 1. Il y a une probabilité comme ça de changer de proche en proche la valeur de la statistique. Donc vous voyez le résultat de l'inférence opérée par ce type d'observateur. Donc il est aussi bon que le premier à estimer la valeur correcte qui génère les stimuli avant la survenue d'un changement. La différence, c'est qu'après la survenue de ce changement, ce modèle va être en mesure d'oublier les précédentes observations qu'il avait reçues, de se concentrer essentiellement sur les nouvelles qu'il reçoit, pour converger vers la valeur de statistique qui est pertinente dans la deuxième partie de cette séquence. Donc la différence clé, c'est que cet observateur-là est capable d'opérer une inférence locale dans le temps. Il est capable d'oublier le passé et de se concentrer sur les observations les plus récentes. Voilà, donc équipé de ces concepts théoriques, je vais pouvoir formuler la proposition de façon plus rigoureuse. Donc je propose que notre perception statistique des séquences aléatoires est sous-tendue par ce que j'appelle un modèle de probabilité de transition locale. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que je postule que le cerveau évalue en permanence à quel point de nouvelles observations sont invraisemblables, étant donné des statistiques qu'il estime. Et précisément, cette statistique qu'il estime, c'est une probabilité de transition au minimum. Ce n'est pas quelque chose de plus simple comme la probabilité d'alternance ou la probabilité d'un stimulus. Et deuxièmement, la façon dont cette estimation est faite, c'est en intégrant localement les observations qui sont présentées. Donc ça, c'est le point de vue de l'observateur idéal. On peut dériver des quantités de cette inférence, notamment on peut quantifier une notion de surprise pour cet observateur idéal. J'adopte la définition proposée par Shannon, un grand théoricien de l'information. Donc on peut quantifier la notion de surprise selon cette formule, donc le logarithme négatif de la probabilité de l'observation reçue. Et on va chercher à comparer ça avec les signaux qu'on enregistre par exemple en EEG. Donc on avait vu dans les données de Squires qu'elles tendaient à être d'autant plus importantes que les nouvelles observations étaient rares ou ne collaient pas avec les statistiques estimées. Donc un modèle qui chercherait à estimer des statistiques qui sont des probabilités de transition et de façon locale prédit plusieurs propriétés de la perception statistique et prédit plusieurs propriétés des signaux de surprise. Donc je vais détailler ici 6 propriétés et on va voir en revenant à ces données de Squire et de ses collaborateurs que ces propriétés sont vérifiées dans les données enregistrées. Donc, une première propriété, c'est qu'on a un modèle qui fait une inférence locale. Par conséquent, ce modèle va être sensible à des statistiques locales dans la séquence. Et comme ce modèle estime des probabilités de transition, il va être sensible à des cas particuliers de probabilité de transition, à savoir la fréquence locale des événements, qui sont des cas particuliers de l'espace des probabilités de transition, qu'on avait repéré dans les données de Squires, quand on remarquait que la réponse à blanc précédée de 4 noirs était supérieure à la réponse de 5 blancs. La probabilité d'alternance est aussi un cas particulier de l'espace des probabilités de transition. Donc on prédit qu'on devrait avoir également un effet de cette probabilité d'alternance sur les réponses enregistrées. C'est ce qu'on voyait quand on remarquait qu'on avait plus de signal pour noir, blanc, noir, blanc, blanc par rapport à blanc, noir, blanc, noir, blanc. Étant donné que le modèle fait une inférence locale, il devrait être capable de capturer des biais locaux, même s'il n'y a pas de biais globalement dans une séquence. Donc, si vous considérez une séquence qui est totalement aléatoire signifie que sur le long terme, il n'y a aucun biais d'un point de vue global. Mais localement, si on prend des toutes petites fenêtres d'analyse, on va avoir des biais qui vont fluctuer de façon aléatoire et qui vont s'annuler sur le long terme. Mais un modèle qui fait une inférence locale va être capable de capturer tous ces biais locaux dans la séquence. Puisque ce modèle est capable d'oublier progressivement les observations les plus anciennes, on prédit que l'ordre dans lequel les observations sont reçues devrait compter. Donc on peut le voir dans cet exemple-là. Là, on a un blanc précédé de 1 blanc et 3 noirs. C'est le même cas de figure qu'ici. On a également un blanc précédé de 1 blanc et 3 noirs. La différence, c'est la position du dernier blanc entendu. Et que voit-on ? On voit que la réponse enregistrée est d'autant plus importante que le dernier blanc entendu remonte à un passé lointain. Donc l'ordre dans lequel sont reçus les stimuli est important. Parce que ce modèle est sensible aux biais locaux, il est aussi sensible à la moyenne des biais locaux, c'est-à-dire aux biais globaux. Ce qu'on remarquait quand on manipulait la fréquence globale des sons, on avait des réponses étagées dans les différentes conditions. Et dernière prédiction, qui est sans doute la moins triviale, c'est qu'un modèle qui apprend de façon locale des probabilités de transition devrait avoir des attentes et des signaux de surprise qui sont plus importants dans les cas de répétition que dans les cas d'alternance. Donc on le voit très bien dans les données aussi. Si on compare un cas où une série répétée, noir, 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 est violet, par rapport au cas où elle est continuée, blanc, 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 et on compare l'équivalent pour des alternances. Donc ici, on a une série d'alternances qui est violet, blanc, noir, blanc, blanc. Ici, une série d'alternances qui est continuée, blanc, noir, blanc, noir, blanc. La différence entre les deux ici est bien moindre par rapport à la différence entre les deux ici. Et c'est aussi une prédiction que l'on peut faire quand on raisonne avec des probabilités de transition. Comme c'est un point un petit peu peut-être moins évident que les autres à comprendre, j'ai fait une figure pour détailler cette prédiction plus en détail. Donc, considérons 3 observateurs idéaux qui estimeraient des statistiques différentes. On va considérer un premier observateur idéal qui estime comme statistique la fréquence des événements. Donc, est-ce que j'entends plus de sons blancs que de sons noirs ? Un deuxième type d'observateur idéal estime la fréquence d'alternance entre stimuli.
considère des paires et regarde simplement si les paires présentent 2 fois le même stimulus ou un stimulus différent. Et le dernier type d'observateur idéal est un observateur idéal qui considère les probabilités de transition. Dans le cas binaire, on en a 2 possibles. Par simplicité, on va se concentrer sur celle-là, la transition, étant donné que le stimulus précédent était noir. Donc pour avoir des cas, on a souvent les transitions noir-noir, d'autres cas, on a souvent les transitions noir-blanc. Et voici ce qu'estime a priori chacun de ces modèles. Ils estiment que chacune des valeurs des statistiques qu'on peut considérer est en fait équiprobable, donc ils ne donnent pas d'avantage plus particulièrement à l'un qu'à l'autre. Considérons cet exemple-ci, donc cette observation possible. Un cas, on a des strictes répétitions, un cas, on a des strictes alternances, en vert et en bleu. Et voyons comment chaque observateur idéal, en colonne, va réviser son estimation des statistiques à l'origine des observations qu'il a reçues. Donc, commençons par l'observateur qui estime des fréquences. Dans ce premier cas, il va observer 7 fois le son noir, 0 fois le son blanc. Donc il va former l'hypothèse que la fréquence des sons noirs est très élevée. Vous voyez que la distribution est presque complètement collée sur ce bord de la distribution. Au contraire, ici, on a presque autant de sons blancs que de sons noirs. Donc l'estimation de cet observateur idéal va être presque parfaitement au milieu, jugeant qu'il est aussi probable d'entendre le noir que le blanc. Dans le cas de l'observateur idéal qui estime la fréquence d'alternance entre stimuli, on a quelque chose de différent. Dans ce cas-ci, si on considère les paires, on a 6 paires possibles à chaque fois, et chaque paire présente le même élément. Donc à chaque fois, on répète le même élément. Donc dans ce premier cas, on va avoir une grande probabilité en faveur d'une statistique qui dit répétition des mêmes éléments. Dans ce cas-là, c'est l'exact symétrique. On a aussi 6 paires, mais cette fois-ci, on observe 6 alternances et 0 répétition. Donc on va avoir une estimation qui est aussi forte. Vous voyez qu'il y a exactement le symétrique de l'autre, mais cette fois-ci, elle favorise le fait que la statistique favorise des éléments différents. Et maintenant, intéressons-nous au modèle qui estime des probabilités de transition. Ce modèle considère des paires étant donné l'identité du premier stimulus d'une paire. Donc si on s'intéresse à cette probabilité de transition, il faut regarder tous les cas où dans la série, on a une paire dont le premier élément est un noir. Donc dans ce cas-là, on a 6 paires dont le premier élément est un noir et aucun cas contraire où on observe la transition noir-blanc. Donc on a une croyance assez forte que on a des répétitions de type noir-noir, de type 6 contraintes, parce qu'on observe 6 répétitions et jamais la transition noir-blanc. Et dans le cas des alternances, on a quelque chose qui est différent. Là, si on compte les paires qui commencent par un noir, on en a une ici, il a fait la transition noir-blanc, on en a une autre là, noir-blanc pareil, une autre là, noir-blanc pareil. Donc on va avoir l'estimation de 3 fois l'observation noir-blanc et 0 fois l'observation noir-noir. Mais cette fois, c'est du 3 contre 0, au lieu d'être du 6 contre 0. Donc en quelque sorte, on a une croyance qui est plus marquée dans le cas des répétitions que dans le cas des alternances, et c'est ce qui explique cette asymétrie entre alternance et répétition que l'on a dans le cas d'un observateur qui considère des probabilités de transition. Donc j'ai montré ces 6 propriétés qu'on attend d'une inférence qui résonnerait localement en estimant les probabilités de transition, et je vous ai montré que ces propriétés étaient vérifiées de façon moins qualitative en vous montrant des exemples dans les données de Squires et de ses collaborateurs. On peut montrer que l'accord entre les deux est en fait remarquablement quantitatif. Donc on a un observateur idéal à partir duquel on peut calculer des prédictions et on peut soumettre cet observateur idéal à une sorte d'expérience virtuelle. On peut mesurer virtuellement quels sont les niveaux de surprise qu'on peut simuler avec cet observateur idéal. Et de la même façon que Squire et ses collaborateurs traçaient les niveaux d'EEG en différents cas de figure, on peut tracer les niveaux de surprise théorique obtenus par l'observateur idéal dans ces mêmes cas de figure. Donc on peut adopter le même type de représentation. Donc ce que vous remarquez, c'est que le résultat de cette simulation est remarquablement similaire aux données réelles qu'ont obtenues Squire et ses collaborateurs avec des données d'EEG. Je voudrais maintenant vous justifier les 2 hypothèses que j'ai faites avec le modèle d'observateur idéal. J'ai supposé que c'était un modèle qui infère des probabilités de transition et non pas une autre statistique. Et la façon de montrer que cette hypothèse est nécessaire, c'est en regardant le résultat de simulation qui serait basé sur une autre statistique. Donc ça, c'est l'observateur idéal qui estime des probabilités de transition que je viens juste de vous présenter. Ça, c'est le résultat de la simulation pour un observateur idéal qui estime des fréquences d'alternance. Et on voit que cet observateur idéal échoue à reproduire un aspect des données qui est que quand un stimulus est globalement plus fréquent qu'un autre, on devra avoir des niveaux de réponse différenciés. Vous voyez dans cet étagement dans les données, dans l'observateur qui fait des probabilités de transition.
C'est normal que cet observateur ne soit pas sensible à ça, puisque cet observateur est par définition aveugle à quelle est l'identité des stimuli. On regarde simplement si les stimuli se répètent ou alternent. Un modèle qui estimerait la fréquence des stimuli fait un meilleur travail pour reproduire les données, mais il n'est pas parfait pour autant. Vous voyez que les profils de réponse qu'il prédit sont en quelque sorte parfaitement géométriques et en fait trop géométriques par rapport à l'observateur qui estime des probabilités de transition et par rapport aux données qui sont réellement enregistrées dans l'EEG. Donc en comparant avec d'autres statistiques possibles, on peut conclure que la meilleure statistique qui permet de rendre compte des données observées dans l'expérience de Squire et collaborateurs, c'est un apprentissage des probabilités de transition. La deuxième hypothèse, c'était que l'estimation de tes probabilités de transition, elle est locale. On n'intègre pas tous les stimuli observés, mais on donne plus de poids aux stimuli les plus récents. Donc on peut contraster l'ensemble de ces observateurs qui opéraient cette inférence de nature locale à des observateurs idéaux qui feraient une inférence avec une intégration parfaite, c'est-à-dire qu'ils agrègent exactement tous les stimuli reçus et leur donnent le même poids pour évaluer les statistiques. Vous voyez qu'on obtient des profils de réponse théorique très différents, la différence majeure étant que les effets locaux que l'on pouvait déceler dans ces observateurs-là sont pratiquement abolis. Et c'est normal puisqu'on a un observateur qui considère l'ensemble des observations reçues et ne prête plus d'attention à l'histoire récente des observations. Donc ce travail de comparaison nous montre que les deux hypothèses que j'ai faites sont nécessaires pour expliquer les données. Je voudrais maintenant vous montrer que ce modèle de probabilité de transition locale permet aussi d'expliquer d'autres types de données. Donc on va ne plus s'intéresser à l'EEG, mais maintenant à des temps de réaction. Et là je vais citer l'expérience de Scott Uetel et ses collaborateurs. L'expérience est similaire à celle de Uetel et collaborateurs, dans le sens où les sujets observer une séquence de stimuli. La différence, c'est que chez Squire, les sujets étaient passifs et on enregistrait les réponses EEG. Dans cette expérience, le sujet doit simplement appuyer sur un bouton en fonction de l'identité du stimulus présenté. Dans leur expérience, ils présentaient successivement des ronds et des carrés. Le sujet avait pour tâche de presser le bouton de gauche quand il voyait un rond et de presser le bouton de droite quand il voyait un carré. Peut-être l'expérience de psychologie la plus simple du monde. Et ils se sont posé la question, est-ce que les temps de réaction, donc la vitesse à laquelle le sujet va appuyer sur le bouton qui correspond au stimulus présenté, est modulée par des propriétés statistiques de la séquence présentée. Donc là, vous avez un tout petit morceau de séquence. Les séquences présentées en vrai dans l'expérience étaient beaucoup plus longues que cela. Et dans les séquences présentées, du fait simplement du hasard, il y a localement des endroits où on a des séries qui s'alternent, d'autres endroits des séries qui se répètent. Et ces séries qui émergent en s'alternant et en se répétant peuvent soit être continuées, soit s'arrêter. Par exemple, si vous observez rond, 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 carré, le carré va interrompre, va violer la logique de répétition qui émergeait des stimuli précédents. Donc, Uetel et leurs collaborateurs ont mesuré les temps de réaction en fonction de l'identité des stimuli qui précédaient, et de façon séparée pour les cas où la réponse actuelle suivait une répétition, et les cas où la réponse actuelle suivait des profils alternés, et en différenciant si la réponse actuelle continue la logique de répétition ou d'alternance qui était formée par les stimuli précédents, ou si elle l'interrompt. Et ce qu'ils observent, c'est une augmentation très marquée des temps de réaction du sujet quand le nouveau stimulus présenté viole la logique de répétition qui commençait à s'inscrire dans les observations précédentes. Et on a un ralentissement de ces temps de réaction qui est d'autant plus important que la séquence de répétition était longue. On a un profil qui est assez similaire dans le cas des alternances, avec la différence notable que la différence entre les deux conditions paraît bien moindre entre les deux. Vous commencez à être familier maintenant de l'approche. On peut simuler ces résultats expérimentaux avec notre observateur idéal, en ne considérant pas des temps de réaction de l'observateur idéal qui n'en ont pas, mais en étudiant les niveaux de surprise calculés par l'observateur idéal pour chaque élément de la séquence, et tracer ces niveaux de surprise de façon strictement analogue à celle adoptée par Uetel et ses collaborateurs. Et on remarque que les signaux de surprise théoriques qu'on peut calculer avec cet observateur idéal ressemblent de façon très marquée au temps de réaction, avec en particulier cette asymétrie. On remarque que la différence entre continuer versus violer une série d'alternances est plus petite que la différence entre violer ou continuer une série de répétitions. Donc ceci indique que le temps de réaction du sujet pourrait
transcrire le niveau de surprise qu'a le sujet par rapport aux attentes qu'il avait sur la façon dont la séquence qui lui est présentée pouvait se continuer. Huetel et ses collaborateurs s'intéressaient de façon spécifique aux séries qui forment de longues répétitions ou de longues alternances. On pourrait avoir une approche plus systématique et remarquer qu'en fait, chaque nouvel élément présenté dans la séquence constitue une répétition du stimulus précédent ou une alternance par rapport au stimulus précédent. Donc on pourrait recoder l'ensemble de la séquence, sachant qu'on commence par un rond, en termes de répétition et alternance. Là, je répète le rond, là, j'alterne, je présente un carré, j'alterne encore, je présente un rond, etc., etc. Et ce qu'ont fait d'autres auteurs, Jonathan Cohen et Shaw dans une étude, c'est de regarder systématiquement les temps de réaction en fonction de si les observations précédentes présentaient des alternances ou des répétitions, et ils ont regardé tous les cas de figure possibles. Donc ici, vous avez par exemple le temps de réaction à un stimulus qui aurait suivi 4 répétitions. Et ce qu'on voit encore dans ces données, c'est des temps de réaction qui sont clairement différenciés en fonction de ces différents types d'histoires récentes des observations. Et ces différences de temps de réaction, on peut les simuler comme des niveaux de surprise du point de vue de notre observateur idéal et reproduire très remarquablement les profils observés. Même certains détails. Par exemple, on voit que ce point-là, dans les données, on pourrait croire que c'est une espèce de petit accident qui rompt cette logique d'accumulation des temps de réaction ici. Or, on voit que ce petit accident n'est sans doute pas un accident, mais reflète en fait bien une propriété en termes d'information de la séquence qui était présentée. Je voudrais vous présenter une conséquence de ce modèle de probabilité de transition locale dans encore un autre domaine, qui est celui de la perception du hasard. Donc là, je vais citer une étude de Rumafolk qui présentait à des sujets une séquence de 20 stimuli exactement, des ronds et des carrés. Donc voici un exemple. Il a demandé à ces sujets d'évaluer à quel point il était probable que cette séquence de stimuli ait été générée de façon parfaitement aléatoire en lançant par exemple une pièce de monnaie. Donc les sujets devaient donner une sorte de note à quel point cette séquence était susceptible d'être totalement aléatoire. Donc je vous invite à regarder cette séquence et à faire mentalement l'exercice si vous pensez que cette séquence-là a été générée exactement en lançant une pièce de monnaie ou pas, et de donner une note. Et je vais vous présenter ici les résultats du groupe de sujets qu'a analysé Rumafolk. C'est un résultat intéressant puisqu'il montre que les notes maximales de hasard sont données à des séquences qui en fait ne correspondent pas au vrai hasard le plus absolu. Le vrai hasard le plus absolu serait d'avoir une séquence où la probabilité d'alternance en fait est équiprobable à la probabilité de répétition. Et en fait, en présentant des séquences avec différentes fréquences d'alternance entre stimuli, on peut analyser l'ensemble de la courbe et remarquer que cette courbe, l'ensemble de la courbe est déplacé vers la droite, qui montre un biais de notre perception du hasard pour des séquences qui ont plus d'alternance que ce que le hasard prédit. On peut formaliser la notion de perception du hasard et de degré d'aléatoire avec la notion mathématique d'entropie. Je ne rentre pas dans le détail. Le point important, c'est qu'on peut simuler ces niveaux d'entropie avec notre observateur idéal qui calcule des probabilités de transition de façon locale. Et on retrouve exactement ce même biais, une courbe qui est déplacée vers la droite, avec des séquences qui sont un peu plus aléatoires que le hasard et qui pourtant semblent être comme maximalement aléatoires. Ceci n'est rien d'autre qu'une nouvelle fois la conséquence du fait que pour ce type d'observateur, les répétitions sont moins surprenantes que les alternances. Voilà, donc je vais faire un résumé partiel de la première partie qui était la partie la plus courte. La deuxième partie sera, qui était la partie la plus longue, pardon, la deuxième partie sera plus courte. Donc dans cette première partie, j'ai montré plusieurs arguments qui suggèrent qu'un modèle qui calcule des probabilités de transition de façon locale est sans doute capable de rendre compte de nombreuses propriétés de notre perception du hasard. On a été capable d'expliquer différents types de mesures, donc différents types d'observations, des signaux cérébraux avec de l'EEG, des temps de réaction, des jugements d'aléatoires que font des sujets. Ce modèle prédit à la fois des effets locaux et des effets globaux des statistiques. Et ce modèle prédit une asymétrie entre répétition et alternance. C'est un modèle qui favorise les observations les plus récentes par rapport aux observations les plus anciennes. Et on peut voir ce biais pour les observations les plus récentes de deux façons. Une façon qui serait peu généreuse avec le cerveau, c'est-à-dire que le cerveau est une pauvre machine limitée qui n'arrive pas à intégrer toute l'information qu'il reçoit et se concentre sur les observations les plus récentes.
C'est une possibilité. La possibilité que je suggère ici est quelque part peut-être plus généreuse avec le cerveau, c'est que cette préférence pour les observations locales pourrait être la conséquence d'une hypothèse que des changements sont possibles. Et si des changements sont possibles, effectivement, il fait sens de se concentrer sur les observations les plus récentes qu'on a reçues, car les observations très anciennes sont peut-être en quelque sorte périmées à cause de la survenue d'un changement. Ce modèle que j'ai présenté repose sur des principes mathématiques. Il repose plus précisément même sur l'inférence bayésienne, qui est la règle optimale de combinaison des probabilités. Il repose sur l'estimation de probabilité de transition, dont on suppose, avec Stanislas dans cette review qu'on a publiée, qui pourrait constituer le bloc de base de notre représentation des séquences. Donc ça fait sens pour le cerveau d'estimer cette statistique. Je rappelle une nouvelle fois que ce modèle permet d'expliquer la symétrie entre répétition et alternance. Donc on n'a pas besoin de supposer qu'il y a une asymétrie, c'est une propriété émergente de notre modèle. Et enfin, ce modèle est d'un certain point de vue remarquablement simple, dans le sens où il n'y a qu'un seul paramètre libre, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut ajuster dans ce modèle, c'est un paramètre qui contrôle à quel point l'intégration concerne un horizon large ou plus restreint d'observation. Dans la deuxième partie, on va adopter un point de vue un peu plus différent. Donc, dans la première partie, on a essayé de deviner quel était le modèle statistique du cerveau, presque à son insu, en regardant des signaux qu'on peut enregistrer en EEG, en regardant des temps de réaction. Dans la deuxième partie, l'avantage de travailler avec des sujets humains, c'est qu'on peut leur poser très explicitement des questions et on peut leur demander de nous rapporter les probabilités qu'ils estiment. Et on va le faire dans des cas de figure où les probabilités qu'on doit estimer sont des probabilités qui peuvent connaître des changements à l'insu du sujet. Donc c'est un type d'expérience qui a un certain historique. On peut remonter par exemple à Robinson dans les années 60, avec un matériel tout à fait de l'époque, qui présentait à ces sujets deux lumières, donc à droite et à gauche. Et Robinson allumait successivement ces deux lumières de façon aléatoire. Et ce qu'il manipulait, c'était en fait la fréquence avec laquelle la lumière à gauche est allumée par rapport à la lumière à droite. Et il demandait au sujet, au moyen d'un levier, de positionner ce levier de façon à retranscrire la fréquence que le sujet estimait d'allumage de la lumière à droite ou à gauche. Et Robinson n'allumait et n'éteignait pas ces lumières avec une fréquence fixe, mais en fait changeait à certains moments dans l'expérience la fréquence utilisée. Vous avez ici un exemple de trajectoire du levier du sujet. Donc cette courbe-là, c'est la valeur de fréquence utilisée par Robinson. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, elle a changé vers une nouvelle valeur. Et vous voyez que le sujet est capable, avec un certain décalage bien sûr, de rapporter qu'il y a eu un changement et d'indiquer la nouvelle valeur qui est correcte. Donc on a une estimation qui semble assez juste de la part du sujet pour détecter les changements et fournir une estimation de la probabilité qui est assez correcte. Une version plus contemporaine qui a répliqué cette expérience, c'est Randy Galistel, donc pas avec un matériel en bois et en métal, mais avec un ordinateur, présenté à des sujets des sortes de tirages aléatoires en disant au sujet il y a une urne qui contient des anneaux qui peuvent être blancs ou noirs. Je vais vous montrer des tirages successifs de cette urne et votre mission, ce sera de me dire quelle est la proportion d'anneaux verts dans l'urne. Il disait au sujet aussi que, sans le dire au sujet, le contenu de cette urne pouvait être remplacé de sorte que la proportion d'anneaux verts pouvait en fait changer à des moments dans l'expérience. Et il demandait au sujet de rapporter à chaque nouvelle observation d'un tirage l'estimation de la fréquence des anneaux verts ou noirs dans l'urne. Et les sujets de Galistel sont remarquablement optimaux. Vous voyez ici la valeur rapportée par le sujet en fonction de la proportion réelle d'anneaux verts et noirs dans l'urne. On a un rapport qui est presque parfait entre les deux. Le fait que ce soit des étudiants d'une prestigieuse unité américaine et qu'ils aient subi, je crois, à peu près 10 000 essais de cette expérience explique peut-être pourquoi on a un aussi bon résultat. Donc, je me suis inspiré de ces travaux précédents pour faire une expérience du même type, donc présenter des observations à des sujets et leur demander d'inférer quelle est la statistique qui génère, enfin la valeur de la statistique qui génère ces observations. Cependant, comme mon hypothèse, c'est que la statistique que calcule ce cerveau, fondamentalement, c'est une probabilité de transition. Au lieu d'utiliser des fréquences de stimuli pour générer des séquences aléatoires, j'ai utilisé des probabilités de transition pour générer des séquences aléatoires. Et comme chez Robinson et Galistel, la valeur de ces statistiques
n'était fixe que pendant une durée limitée de temps et pouvait changer à des moments qui sont eux-mêmes aléatoires au cours de l'expérience. Pour tester la généralité de la capacité d'inférence du sujet, j'ai utilisé des observations qui pouvaient être soit visuelles, soit auditives dans différents blocs expérimentaux. Donc ça permet de poser la question, est-ce que l'inférence opère à un haut niveau qui est abstrait ou est-ce qu'elle dépend du format dans lequel les observations sont reçues? Et occasionnellement, au cours de l'expérience, j'interrompais la séquence d'observation que j'envoyais au sujet et je lui posais des questions. Je lui demandais de prédire l'identité du stimulus qui devrait suivre, étant donné l'estimation de la statistique qu'il avait fait, et étant donné précisément l'identité du stimulus qui précède. Donc ça revient formellement à rapporter de façon continue l'estimation que le sujet a de la probabilité de transition pertinente au moment de la question. Je demandais également au sujet de m'indiquer à quel point ils étaient confiants dans la réponse qu'ils venaient de me donner. Et les sujets avaient également pour mission de rapporter quand ils détectaient des changements de la statistique au cours de l'expérience. Donc ça, c'est la tâche auquel le sujet était soumis. Je vais encore adopter la même logique que précédemment. On peut simuler cette expérience du point de vue d'un observateur idéal. Donc on peut soumettre un observateur idéal au même type d'expérience. L'observateur idéal a pour mission d'estimer quelles sont les valeurs de statistiques les plus probables susceptibles de générer les observations à un temps t, et également de deviner quand est-ce que ces statistiques changent. Et on va donc pouvoir comparer les réponses du sujet au résultat de cette inférence optimale, celle de l'observateur idéal. Donc regardons d'abord si les sujets sont capables d'identifier quand les statistiques changent. La réponse est oui, les sujets étaient capables d'identifier quand est-ce que les statistiques changent. Et quelque chose qui était assez intéressant dans les données, c'est que parfois ils se trompaient. Et les erreurs qu'ils commettaient, en fait, c'est des erreurs qu'on pourrait qualifier de rationnelles du point de vue de l'observateur idéal. Je vais m'en expliquer. Donc il y a deux types d'erreurs possibles quand on doit détecter un changement. Un premier type d'erreur possible, c'est de ne pas rapporter de changement alors qu'un changement a bien eu lieu, ce qu'on appelle un raté ou un miss en anglais. Et si on compare les essais au cours de l'expérience, au cours desquels le sujet a correctement rapporté un changement et ceux où il n'a pas été capable de rapporter un changement, et qu'on mesure du point de vue de l'observateur idéal quelle était la vraisemblance d'un changement à ce moment-là dans l'expérience, on remarque que les essais, en particulier pour lesquels le sujet n'a pas été capable de rapporter le changement, étaient du point de vue de l'observateur idéal précisément des essais où la vraisemblance d'un changement était particulièrement faible. Donc c'est une erreur, mais c'est une erreur qui est rationnelle du point de vue de l'observateur idéal. On a un deuxième type d'erreur qui est de rapporter un changement alors qu'en fait il n'y avait pas de changement de la statistique. Et encore une fois, du point de vue de l'observateur idéal, on se rend compte que ces erreurs sont assez rationnelles, dans le sens où les essais où les sujets rapportaient un changement alors qu'il n'y en avait pas étaient bien des essais où la vraisemblance d'un changement à ce moment donné était plus important que par rapport aux autres essais où les sujets correctement ne rapportaient pas de changement. Intéressons-nous maintenant à la qualité des rapports de probabilité fournis par le sujet. Donc, je vous rappelle que je demandais de temps en temps à mes sujets de me rapporter quelle était la probabilité du stimulus suivant, ce qui revient à rapporter leur estimation de la probabilité de transition pertinente au moment où je pose la question. Donc vous avez ici la probabilité rapportée par le sujet, c'est une moyenne à travers l'ensemble de mes sujets, en fonction de l'estimation que fait l'observateur idéal. Donc si les sujets étaient rigoureusement optimaux, ils seraient exactement sur cette diagonale. Ils ne sont pas rigoureusement optimaux, mais vous voyez qu'ils sont très bons. Donc les sujets sont manifestement capables d'une bonne inférence statistique et d'une bonne estimation des probabilités. Cette estimation des probabilités, donc cette forte corrélation qu'on obtient, était de façon intéressante aussi forte, quelle que soit la modalité sensorielle utilisée, que ce soit auditif ou visuel. Ça suggère que cette capacité d'inférence peut-être opère à un haut niveau relativement abstrait. Donc les sujets sont capables d'une inférence de nature statistique. Est-ce que cette inférence est de nature bayésienne ? Et pour poser cette question, on peut s'intéresser à un élément particulièrement distinctif de l'inférence bayésienne, c'est qu'un observateur bayésien estime en permanence une distribution de réponses possibles. Donc l'observateur bayésien n'estime pas qu'une valeur particulière est la plus probable, mais en fait il estime la probabilité de n'importe laquelle des valeurs possibles de la probabilité qu'il considère. Et c'est intéressant parce qu'on peut imaginer des cas où pour une même moyenne, donc pour une même valeur moyenne de ce qu'estime l'observateur idéal, il y a des cas où la distribution est très resserrée autour de cette valeur, donc ce qui dénote un fort niveau de confiance
dans cette valeur moyenne par rapport à d'autres cas où la distribution est plus étalée, ce qui correspond à des niveaux de confiance plus bas. Donc ça veut dire qu'on peut formaliser la notion de confiance dans la moyenne et dans la réponse apportée comme étant l'étroitesse de cette distribution, ce qu'en mathématiques correspond à la précision de la distribution. Donc ça, c'est un exemple de distribution. Je vous rappelle que l'observateur idéal, il met à jour ces distributions continuellement au fil de l'expérience. Donc à chaque moment, à chaque nouvelle observation, on a une nouvelle distribution. Et dans le cas où on estime des probabilités de transition, en fait, on doit entretenir des distributions sur deux statistiques différentes. Quand on a des observations A et B, on a une probabilité de A sachant B et une probabilité de B sachant A. Donc les petits ronds dans ces distributions vous montrent où est la moyenne de la distribution. Donc le graphique précédent vous montrait que la moyenne de la distribution telle qu'estimée par l'observateur idéal ressemblait beaucoup à la moyenne telle que rapportée par le sujet. En étudiant les réponses de confiance indiquées par les sujets, on peut poser la question, est-ce que la confiance que rapporte le sujet a à voir avec la précision de cette distribution estimée par l'observateur idéal? Voici le résultat, confiance du sujet versus ce qu'on pourrait appeler confiance de l'observateur idéal. Et vous pouvez voir cette magnifique relation linéaire entre les deux. En 3 ans que je travaille sur le sujet, je ne reviens toujours pas de à quel point cette corrélation est forte. Il suggère que le sens de la confiance que nous possédons est remarquablement rationnel et informé d'un point de vue statistique. Point important, dans le cas où on a des probabilités de transition, on a donc 2 statistiques que l'on doit estimer. Et à chaque instant, on peut avoir un niveau de confiance dans chacune de ces statistiques qui est différent. Si on regarde par exemple autour de l'observation 40, pour cette probabilité de transition, à sachant B, on a un niveau de confiance qui semble plus important que les niveaux de confiance de l'observateur idéal dans cet autre type de probabilité de transition. Et je vous rappelle que la question de confiance qu'on posait au sujet ne concernait que la probabilité de transition qui était pertinente au moment de la question, c'est-à-dire qui dépend de l'identité du stimulus présenté au sujet. Donc ça, c'est le graphe que je vous ai présenté précédemment. Confiance du sujet en fonction de la confiance de l'observateur idéal dans la probabilité de transition qui est pertinente au moment de la question. On avait cette belle corrélation. Et là, c'est la même analyse, mais pour le niveau de confiance de l'observateur idéal concernant la probabilité de transition qui n'est pas pertinente au moment de la question. Et là, vous voyez qu'on a 0 corrélation. Donc ça suggère que le sujet est capable d'entretenir des niveaux de confiance distincts pour 2 statistiques qu'il estime et d'en rapporter de façon très spécifique tel ou tel niveau de confiance quand on lui pose une question. Dernière diapo de résultat. Ce sentiment de confiance qui semble très rationnel dans les rapports des sujets, on peut prédire du point de vue de l'observateur idéal un certain nombre de propriétés auxquelles il devrait se conformer. Donc une première propriété, c'est que chez l'observateur idéal, tout du moins, le niveau de confiance devrait varier en fonction de ce qu'on appelle l'entropie, qui correspond à est-ce que la probabilité de transition qui est estimée est proche de 0,5, qui correspond au cas le plus imprévisible, ou est-ce qu'elle est proche des extrêmes, proche de 0 ou de 1, auquel cas le stimulus suivant est plus prévisible. Donc on prédit une relation qui est négative entre les deux, qui est même en fait linéaire, entre confiance et entropie. Et ici, ce ne sont pas les données de l'observateur idéal, mais ce sont les données du sujet. Vous voyez qu'on a exactement cette relation dans les données du sujet. Une deuxième propriété qu'on attend du point de vue de l'observateur idéal, c'est que le niveau de confiance devrait croître avec le nombre d'observations qu'on accumule depuis le dernier changement détecté. Et même très précisément, ce niveau de confiance devrait s'accroître de façon linéaire avec le logarithme du nombre d'observations accumulées. C'est pour ça qu'on a cette échelle log ici. Et vous voyez qu'on a bien cette relation linéaire avec les niveaux de confiance du sujet. Dernière propriété qu'on attend d'un point de vue optimal, c'est que quand l'observateur idéal révise brutalement son estimation de la probabilité de transition, sa confiance chute aussi. C'est normal, si on révise beaucoup son estimation, ça suggère que cette estimation n'était pas bonne, et donc la confiance qui devrait être associée devrait être faible. Donc on prédit une relation négative entre le niveau de confiance et à quel point l'observateur idéal vient de réviser son estimation. Et on observe aussi cette relation négative dans les données du sujet. Donc cet ensemble de résultats montre que les niveaux de confiance exprimés par les sujets sont remarquablement riches, subtils, et on peut en rendre compte du point de vue de l'inférence bayésienne. Donc pour récapituler, j'ai montré que la perception de séquences aléatoires chez l'homme est sous-tendue par une puissante machinerie d'inférence statistique dans le cerveau
qui est à l'œuvre en permanence. Deuxième point, cette machinerie qui estime des statistiques est utilisée pour prédire et informer des observations futures. Une hypothèse centrale de cette inférence dans le cerveau, c'est que des changements peuvent survenir. Et cette hypothèse, elle a une conséquence fondamentale qui est qu'on devrait avoir des inférences qui privilégient les observations récentes et qui n'intègrent pas de façon uniforme toutes les observations que nous avons reçues. Cette inférence, elle repose de façon critique sur une statistique particulière qui est une probabilité de transition et pas des statistiques plus simples comme la fréquence des événements ou la fréquence des alternances entre événements. Cette inférence a l'air d'être profondément bayésienne, en tout cas au regard de trois caractéristiques. Nous sommes capables d'entretenir des degrés de croyance comme un observateur idéal, des degrés de croyance même sur une probabilité qu'on évalue. Quelque chose que je trouve assez extraordinaire, parce qu'une probabilité quantifie en soi déjà un degré de croyance. Est-ce que je pense que le prochain stimulus va être un X? Je peux associer une probabilité, et je peux associer un niveau de confiance, donc un degré de croyance, à ce degré de croyance, une sorte de méta-probabilité sur une probabilité. Cette inférence a l'air de suivre en grande partie les règles de combinaison optimale des probabilités, la règle de Bayes. Et ce jeu d'inférence permet de faire des allers-retours en permanence entre estimation d'une statistique et prédiction d'observations futures étant donné ces statistiques, et révision de ces statistiques en comparaison de nos prédictions et des observations finalement reçues. Cette inférence statistique semble être accessible à l'introspection, puisque les sujets sont capables de rapporter leurs estimations de probabilité et même des niveaux de confiance. Et pour finir, j'espère vous avoir montré que les jugements de confiance que peuvent exprimer les sujets sont un formidable outil expérimental pour sonder la nature bayésienne des calculs de notre cerveau. Voilà, je vous remercie pour votre attention.